Bien, nous partons donc pour 35 minutes de table ronde. J'ai appris beaucoup de choses en écoutant les premières interventions. Je ne peux pas m'empêcher de tenter de calculer le temps moyen qu'il faut pour une molécule de CO2 qui se balade dans l'atmosphère à une vitesse de 1200 km par heure pour impacter une feuille d'un arbre, être absorbée et par photosynthèse devenir de l'oxygène. Je pense que c'est important de faire ce calcul pour comprendre la dynamique qui permettrait d'absorber un excédent de gaz à effet de serre qui serait produit par l'humanité. Je vous promets de vous donner la réponse au plus tard demain matin. J'ai compris aussi que l'arbre, on le dit souvent, cache la forêt, mais la forêt cache beaucoup de choses. On a vu que c'était un écosystème qui contient des insectes, des oiseaux, toutes sortes de micro-organismes. J'ai compris qu'elle était une victime du changement climatique, mais aussi un allié. J'ai compris que par voie de conséquence, plus elle sera victime et moins elle sera un allié. Et c'est aussi une zone de conflit potentiel entre différentes sortes d'intérêts, de contraintes. Et d'où la question que je vais poser à nos trois invités. Comment mettre sur pied des compromis entre les propriétaires, on a vu que beaucoup de forêts sont privées, des agents économiques et puis les nécessités environnementales qui ont été tout à l'heure présentées. Bref, comment prendre des décisions en tenant compte de ce que nous savons? Pour le dire autrement, comment faire de la politique à propos des forêts? Alors, nous avons donc trois personnalités qui vont tenter d'éclairer ce débat. La première, c'est Sylvestre Couder. Sylvestre, c'est un hasard. Bon. Vous êtes président des experts forestiers de France. Je pose la question parce qu'au CEA, on a un agent de sécurité qui s'appelle Dieu me garde. Donc, Francis de Morogue, vous êtes directeur du pôle Excellence Bois, et Aurélien Sautière, vous êtes directeur de l'association FSC France. Je crois que c'est Forest Stewardship Council, c'est ça? Je commence peut-être par vous, puisque votre nom vous prédestine à être le premier. Comment est-ce que vous voyez la chose? Comment est-ce que vous pensez que les relations peuvent s'organiser? Merci déjà, et chapeau Combloux, parce que moi je suis bluffé par le niveau de qualité des débats qu'on a aujourd'hui. Même moi, professionnel, je trouve, j'apprends, les présentations qui ont été faites aujourd'hui ou les débats sont vraiment remarquables, donc bravo à tous pour cette organisation. Comment je vois les choses? Moi je vois une multifonction des forêts qui s'organise en fait. Donc qui dit une multifonction dit des multi-possibilités, des multi-solutions. Et la politique, c'est ça, c'est des multi-solutions en équilibrant en fait les fonctions ou les usages. Et vous l'avez dit, il y a des acteurs qui sont tous liés les uns aux autres. On a eu des industriels, on a eu des propriétaires forestiers, on a eu des gestionnaires avec l'ONF ou avec des acteurs privés autres qui interviennent avec le CNPF et deux acteurs privés. Au final, on a tout en fait. Et on a de l'usage du bois, on a de l'intérêt carbone, on a de l'intérêt sociétal. On se rend compte que c'est important pour notre pays, pour la planète entière. On est en intérêt pour le climat ou en appui pour les contraintes que le climat nous obère aujourd'hui. Donc en fait, finalement, la forêt répond à un nombre de critères remarquables. Donc on a une chose à savoir, c'est qu'aujourd'hui, la forêt, c'est quasiment en fait une chance pour la France. Et ça dure depuis 3 siècles, vous l'avez compris, hein, Colbert avait commencé il y a 3 siècles, donc la vision forestière française, elle est remarquable. La transformation, elle ne fait qu'accélérer aujourd'hui les possibles. Moi, je ne m'attendais pas dans ma carrière à voir les gens de l'énergie, les gens du BTP et les leaders mondiaux du BTP venir nous voir en nous disant mais finalement, le bois, on va peut-être le mettre dans nos constructions. Cro-Magnon y avait pensé, mais les industriels du BTP, pas forcément jusqu'à maintenant. Ça y est, on y est. Vous êtes un bel exemple en Savoie de ce qui se passe, sur du beau bois et sur de la belle qualité de construction. Donc moi, je suis un optimiste né, mais je trouve aussi qu'on a une chance extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'il y a une prise de conscience sociétale de la multifonction des forêts, de ce qu'elle apporte. Le politique l'a compris. Vous avez vu, on a des maires qui arrivent aujourd'hui et qui parlent de l'arbre dans leur discours d'investiture. Donc tout ça, ça rentre dans le système et ça marche à tous les niveaux des élus. Mais aussi, on a cette force que la forêt apporte, c'est qu'aujourd'hui, on a une multifonction et des multivaleurs. Donc on a des propriétaires forestiers qu'il va falloir épauler. Vous l'avez dit ici, on a beaucoup de petits propriétaires forestiers
à qui on demande beaucoup de choses, mais qui subissent finalement tous les aléas qui ont été définis dans ce qu'on nous a dit aujourd'hui. Ils subissent le risque climatique, ils subissent la tempête, l'incendie, le flux du marché du bois, le coût de gestion et autres. Donc je pense qu'il va falloir mettre en place des modèles innovants pour épauler en fait cette propriété forestière. Et en fait, la forêt, c'est une superbe cause nationale en fait. Et si on utilise la forêt à tous les étages, et Combloux est un exemple remarquable de ce qu'on fait aujourd'hui pour utiliser la forêt à tous les étages. Regardez, vous avez fait rentrer les écoles sont venues parler de la forêt hier. C'est un outil de pédagogie extraordinaire, la forêt. On fait parler les industriels, on fait parler les élus, on fait parler les gestionnaires professionnels techniques, on fait parler l'environnement, on fait parler la gestion au sens large du matériau et de son innovation. Donc moi, je suis convaincu qu'on a une chance extraordinaire et qu'il ne faut pas passer à côté. Pour autant, on a des risques, on a des incompréhensions. Mon confrère de l'ONF l'a dit tout à l'heure, on a des risques majeurs qui sont... si on coupe un arbre, est-ce qu'on est un assassin? Est-ce qu'on est un tueur? Ou est-ce qu'on est... voilà, donc non, bien sûr, il n'y a pas d'agriculture sans agriculteur, il n'y a pas de forêt sans forestier. Voilà, il faut être très clair là-dessus. Et d'autant plus que la forêt souffre aujourd'hui de tous les impacts que le climat apporte et tous les risques sanitaires qu'on vit. Quand on a un problème en médical, si on a un cancer, on doit traiter la tumeur. Quand on a des problèmes en scolite, on doit traiter le scolite. Voilà. Donc on maintiendra évidemment tous les éléments de composantes de bois mort et autres. Ça fait partie aujourd'hui intégrante de la gestion forestière, de tous les services écosystémiques que la forêt apporte. Et tout ça, ça nous donne une chance folle. C'est de montrer des nouveaux modèles d'approche du propriétaire forestier, du suivi et de ce qu'on peut faire avec. Alors, je ne le dis pas ça par hasard, je ne vais pas être trop bavard, mais je ne dis pas ça par hasard, c'est parce qu'aujourd'hui, on réfléchit à des modèles innovants. Qui sont les interlocuteurs des propriétaires forestiers aujourd'hui? Ça peut être le banquier, ça peut être l'assureur, ça peut être la mairie, ça peut être le CNPF. Donc en fait, il va falloir mettre une synergie sur tous les acteurs qui sont partie intégrante et qui sont les interlocuteurs au quotidien des propriétaires forestiers. Et puis d'imaginer des modèles innovants pour peut-être les fédérer dans des positions innovantes de gestion de la forêt et peut-être d'appui financier aussi pour le gérer au mieux. La certification fait partie de ça. Demain, on a ce qu'on appelle les services écosystémiques. On peut donner des fonctions et des valeurs à ce que la forêt nous apporte aujourd'hui. Donc on a parlé du carbone, on a parlé de la biodiversité. Sachez qu'aujourd'hui, nous travaillons par exemple sur les services écosystémiques dans les pays baltes aujourd'hui, parce que j'ai un cabinet qui travaille pas mal aussi à l'international. On travaille aujourd'hui dans les pays baltes et le cabinet de Madame van der Leyen est venu nous voir en nous disant mais en fait, si on crée un crédit nature sur la forêt, ça permettrait de financer en fait tout ce que la forêt apporte, qui n'est pas aujourd'hui palpable en tant que revenu comme l'est la première aménité qui est le revenu du bois, mais qui pourrait être d'autres fonctions et d'autres revenus qui permettraient aux propriétaires d'assumer tous les autres coûts nécessaires pour assurer la gestion durable des forêts. Voilà. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais pour moi, c'est le message principal. C'est regardez ce qui se fait pour les tourbières aujourd'hui. La tourbière, on n'imaginait pas qu'il y avait une économie derrière la tourbière. Et mettre une valeur économique sur les choses, c'est une façon de les faire reconnaître, de mettre une gestion, de mettre un budget, de mettre un suivi et de mettre des équipes. Et tout ça, en forêt, on le faisait aujourd'hui principalement par la valeur bois. Demain, on va peut-être pouvoir le faire avec d'autres fonctions. Cette fonction biodiversité, cette fonction carbone, ces autres fonctions, ces autres aménités. L'ONF est pleinement concerné quand il le fait pour les actions de protection de la forêt, dans les actions sociales aujourd'hui, ou dans le RTM en forêt pour la partie montagne, ou bord de plage dans les zones de conservation. C'est vrai pour les forêts privées aussi. Donc pour moi, on est à l'aube en fait, d'un énorme transfert de compétences, ou en tout cas d'organisation des modèles de gestion. Et on est tous liés. Vous l'avez vu, les industriels vous le disent. Moi, si j'ai du bois demain, je suis capable. Je suis capable de faire entrer le bois dans la ville. Je suis capable de faire de la surélévation. Je suis capable de faire du CLT aujourd'hui sans aller le chercher en Suède ou en Finlande ou en Autriche. Voilà. Donc en fait, il y a des savoir-faire, il y a des compétences, il y a une histoire, il y a des valeurs, il y a tout ce qu'il faut à mon avis pour avancer. Et donc maintenant, il faut qu'on réengage les engrenages un peu différents. La politique RSE qui a été citée par l'un d'entre vous aussi tout à l'heure était importante. La RSE, finalement, c'est l'implication à tous les étages des politiques qui pourront amener aussi peut-être des prises de conscience pour les entreprises, des engagements, pour les salariés aussi. C'est des actions sociales, c'est des actions sociétales, c'est des actions environnementales. Et tout ça, ça va pouvoir sûrement mettre en place des modèles pour épauler. Et on va mettre l'environnement dans ces sujets-là, on va mettre la production forestière de bois, bien sûr, comme étant l'aménité principale, mais on va aussi mettre des actions sociales, parce que quand on est ici, une station de ski sans arbres, c'est pas la même chose. Un chalet sans espace boisé autour, c'est pas la même chose. Et c'est l'expert forestier qui vous parle. Je peux vous dire que quand je fais des expertises d'actifs, où que ce soit, quelle que soit l'échelle, on intervient de 1 à plusieurs centaines de milliers d'hectares, je peux vous dire que la présence de l'arbre, suivant ses compétences et ses valeurs, ça change tout.
Et même pour des bâtis, vous mettez les deux mêmes maisons parallèles avec 3 arbres d'un côté et la même maison sans arbres à côté, le pavillon n'aura pas la même valeur que si vous le considérez comme tel. Et une autre aménité qui est importante en montagne, et je ne veux pas être plus bavard, c'est le côté paysage. Parce que le paysage, sachez que c'est la première chose qui fait réagir les gens en forêt. Et aujourd'hui, le paysage, c'est une des valeurs aujourd'hui qui, en montagne, crée le déclic. Pourquoi les gens réagissent à la coupe rase ? La coupe rase, c'est un modèle de gestion qu'on nous a tous enseigné dans les écoles forestières, qui se pratique encore sur les forêts régulières, comme l'a dit mon confrère de l'ONF, parce que c'est le premier impact que l'on a, c'est la vision. Et en montagne, on a plus de vision qu'en plaine. Donc quand on est en montagne, on a cet exemple qui nous choque plus, parce qu'on a été habitué à un paysage, et quand le paysage change, on est forcément plus réactif. Donc tout ça, c'est un élément qu'il faut expliquer aux gens. Mais le paysage, il va changer, parce que les arbres vont changer, la maturité des arbres vont changer. Ce que vous récoltez en scolite aujourd'hui, ça va faire bouger les paysages. Donc il va falloir qu'on fasse de la pédagogie aussi là-dessus pour expliquer tout ce qui va bouger. Voilà. Merci, merci. Vous avez un discours très optimiste. Je pense que après vous avoir entendu, on va tous avoir l'audace de faire nos mots croisés avec un stylo bille. Est-ce que vous partagez cet optimisme, monsieur de Morogue, qui est directeur du pôle Excellence Bois ? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que ce pôle ? Exactement. Voilà. C'est ce que j'allais faire en préambule, parce qu'il faut savoir qui parle. Donc là, on avait un excellent expert forestier. Donc le pôle Excellence Bois, c'est une association de professionnels et d'acteurs de la filière bois. Donc on appelle ça des interprofessions. Il y en a partout en France. Hein. Et il y en a particulièrement ici, dans les Deux-Savoies. Donc ici, ça s'appelle Pôle Excellence Bois. Ailleurs, ça peut s'appeler FIBois, etc. Donc nous, on rassemble les acteurs depuis la forêt jusqu'au maître d'ouvrage, parce qu'on est essentiellement là sur la construction. Donc tous, les forestiers privés, publics, les scieurs, les charpentiers, les maîtres d'ouvrage, les architectes, les bureaux d'études, etc. Donc notre vision, elle est essentiellement transversale, hein, parce que dans chaque silo, si vous regardez, il y a beaucoup d'acteurs déjà, mais donc nous, on fait ni concurrence ni doublon, hein, on fait transversal. Et je voudrais illustrer ça. Alors, ça, c'est le premier point, c'est qui parle. Et puis, qui parle personnellement, si je veux dire, moi, je suis économiste de formation. Et ma vision, elle n'est pas... J'ai travaillé longtemps dans un centre technique lié à la forêt, mais à la filière bois, avec beaucoup d'ingénieurs, hein, bâtiments, forêts, etc., qui ne pensent pas comme les sciences sociales, si j'ose dire, en élargissant le propos. Et du coup... ça permet de se dire, mais oui, mais comment on fait ? Comment on fait pour arriver à tout ça ? Donc, moi, je vous propose, c'est de soulever un peu le capot. Et je vais illustrer ça avec le bois scolité, parce que le bois scolité, c'est le sujet avec un grand L et un grand sujet localement. J'ai été absolument ravi d'entendre dans la conférence précédente, enfin dans le débat précédent, que les acteurs avaient pris le bois scolité, l'avaient mis en œuvre, etc. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc moi je vais vous parler à travers la science sociale un peu de comportement, d'habitude, de routine, de croyance. Et vous allez voir qu'en soulevant le capot, ça demande du travail, c'est ce que je veux dire. Alors, la première chose, c'est le pôle Excellence Bois s'est complètement mobilisé dès qu'il y a eu une alerte ici sur les Deux-Savoies. Sur justement, on est passé du scolite qui était présent à du scolite qui était dominant. Donc on s'est dit, mais comment faire ? Donc il y a du côté on l'a entendu plusieurs fois, hein, du côté de ce qu'on appelle l'amont, la forêt, l'ONF, CNPF, etc., qui se sont mobilisés, qui ont mobilisé leur savoir, leurs techniciens, leur énergie pour s'adapter à cette chose-là. Parce que le mot adapter, c'est le mot-clé, adapter. Hein. Parce que tout change, si nous on ne s'adapte pas, nous au sens de comportement humain, on ne s'adapte pas, on passe à côté de quelque chose. Donc, et nous, pour l'Excellence Bois, donc, dans cette vision un peu transversale, on se dit, côté amont, c'est déjà fait, si j'ose dire, il y a déjà les acteurs, qu'est-ce que l'on peut faire ? Et nous, là où on s'est positionné, c'est de dire, il faut que le bois scolité soit demandé, créer le marché du bois scolité. Comme je disais au tout début, moi, j'ai fait, en 2023, là, j'ai demandé à ChatGPT, vous connaissez tous ChatGPT. L'intérêt de ChatGPT, c'est qu'il a brassé le mail, le web, etc., etc. Et vous lui demandez, à l'époque, alors peut-être que ça a changé, mais à l'époque, je lui demandais, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec du bois scolité ? Et donc là, il raconte qu'on peut faire de l'emballage, de la caisserie, de l'embellissement, des choses qui sont jolies. On a parlé tout à l'heure du côté esthétique. Il parle très très peu de la structure, c'est-à-dire du bois que l'on voit ici en structure, qui fait l'essentiel des volumes, Et que lorsqu'on
poser la question à des charpentiers en disant ben, est-ce que vous, des petits et des grands, hein, au sens de volume de production, est-ce que vous utilisez du bois scolité? Alors ils vous disaient ben, alors ça c'était plutôt pour les petits. Alors il n'y a pas de jugement de valeur, hein, c'est petit volume de charpentiers avec des clients privés. Et ils disaient ben, nous on a du mal à faire passer le bois scolité parce qu'il est bleu, les gens ils viennent, ben, votre bois il est pas très bon, il est malade, etc. Et du coup ben, là j'allais dire le client est roi si j'ose dire. Et donc on va passer à du bois blanc. Du côté maintenant, au contraire, de gros faiseurs en charpentier, lui, il se disait, ben non, moi j'en veux pas de ce bois de M, pour faire simple. Parce que c'était l'habitude. Effectivement, jusqu'à présent, lorsqu'on regardait du bois scolité, ben, il faut que les habitudes changent, surtout que l'argument que nous on met en avant, c'est que les normes, alors là ça va être, je vais faire un tout petit truc, c'est lorsqu'on a une planche, voilà, vous regardez une planche, on a des normes de classement mécanique qui sont des normes visuelles. Donc là, grand respect par rapport à tous les techniciens qui sont en Syrie, puis qui regardent une planche, et puis qui, suivant son aspect, avec plein de critères qui sont normés, hein, c'est pas de la rigolade au sens de chacun fait comme il veut, c'est vraiment très normé, et puis qui disent, voilà, je vois ma planche, et puis je lui dis, ben, ça, je vais dire que c'est une planche C18, c'est-à-dire qu'elle a une capacité mécanique qui est inférieure à du C24 ou du C30, etc. Donc on va classer mécaniquement les bois, et en fonction de leur classement mécanique, on va pouvoir les mettre plus ou moins ailleurs, etc. Bien. Mais il s'avère que dans ce classement visuel, avec les yeux, la couleur dans la norme n'intervient pas. C'est-à-dire que du bois bleu, du bois rouge, du bois vert, à partir du moment où il passe les autres critères, c'est du C18, c'est du C24, C30. Pour ce qui est des bureaux de contrôle, bureaux techniques, la messe est dite. C'est plus du bois bleu. Exactement, on n'y voit que du bleu. Oui. Et donc là, il faut changer les comportements, changer les habitudes. Et ça, c'est pas facile, parce que ça change beaucoup de choses. Ça change par exemple le comportement d'achat. Je vais dans une forêt, je regarde, votre forêt est scolitée. Donc avant, c'était emballage, donc petit prix. Puis alors maintenant, on commence à dire, oui, mais on peut en faire aussi du bois. Donc, et ça change. Et ça demande aux acteurs économiques de s'adapter. Et c'est pas forcément facile, hein, d'un côté comme de l'autre. Donc ça, c'est pour l'inertie, l'habitude, la routine. Et alors, je reviens sur notre stratégie, c'est de dire, donc il faut créer la demande. Alors, créer la demande, ça veut dire qu'il faut construire en bois, ou avec du bois. Alors, construire en bois et avec du bois, c'est pas en fait aussi simple que ça. Et ce que nous, on dit aux maîtres d'ouvrage, publics et privés, c'est que lorsque vous avez un ouvrage à construire, d'abord posez-vous la question, est-ce que je veux le faire avec du bois? Première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi pas avec le bois? Dans ce cas-là, faites-vous accompagner dès le début entre un architecte et un bureau d'études bois, celui qui sait. Parce qu'on ne fait pas un bâtiment, on ne conçoit pas un bâtiment béton, et puis après on dit non, tout compte fait, on va le faire en bois. Non, non, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc, à partir du moment où vous voulez faire construire en bois, faites-vous accompagner dès la conception. Alors après, je rajoute une couche, c'est de dire ici localement, hein, on l'a entendu, hein, on a, dans le débat précédent, on avait ce positionnement par rapport à ce qui se passe à l'étranger, hein, l'Autriche, l'Allemagne, qui sont très proches hein, physiquement. Et ici, on fait essentiellement du bois massif. Donc, si on veut faire de la construction bois avec du bois local, parce que l'essentiel des scieurs s'approvisionne localement, ça a été dit précédemment, eh bien, pensez aussi à faire avec du massif, du bois massif, c'est-à-dire non collé, non traité, etc. Enfin, non traité au sens de non... je reprends le terme de collé. Donc c'est important parce qu'on peut très bien avoir la même fonctionnalité d'habitation avec des magnifiques CLT, des magnifiques bois collés qui permettent de faire des choses extraordinaires, mais on peut avoir la même fonctionnalité d'habitation avec du bois massif. Et ce bois massif, il peut être ici, localement produit, voilà, sans aller chercher en Autriche ni en Allemagne. Alors tout ne peut pas être fait avec du bois massif, etc. Donc c'est pas exclusif, bien entendu. Mais c'est construire avec du bois, faites-vous accompagner, posez-vous la question de prendre du bois local, avec du savoir-faire local, hein, c'est le fameux bois massif. Et puis après, dernier point, voilà, la dernière couche, c'est pourquoi pas le bois scolité. Donc ça, c'est l'accompagnement que nous, on propose à tous les acteurs de l'aval, hein, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, architectes, bureaux d'études. Voilà, c'est un peu ce que l'on fait. Et puis, alors,
pas monopoliser la parole, je vais raconter quand même l'histoire, parce qu'on était tout à l'heure, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de forêt, et donc là, moi j'essaie plutôt de parler des hommes, hein, et de leur manière de fonctionner, si j'ose dire. Et du coup, les hommes, ils aiment bien avoir un peu d'histoire à raconter, si j'ose dire. Alors là, je vais vous raconter la belle histoire. Ah, enfin. Si on crée ce marché du bois scolyté, on passe d'une valorisation essentiellement caisserie, emballage, à de la structure, beaucoup plus valorisée. Bon, déjà, rien que comme ça, on crée de la valeur ajoutée. Comme ça, hein, puisqu'on prend un bois qui habituellement a été très mal valorisé, hop, on le revalorise, à partir du moment où il est classé mécaniquement, etc. Hein. Donc on crée de la valeur ajoutée, mais sans grands efforts. Hein. L'idée, c'est que si cette valeur ajoutée qui est créée très en aval, si petit à petit, en percolation, je vais dire pour un physicien, si petit à petit ça retourne jusqu'au propriétaire, privé ou public, peu importe, c'est important. Parce que ce dont on a le plus besoin, c'est que les propriétaires, publics ou privés, je ne me fais pas trop de soucis pour le public, mais surtout pour le privé, ne baissent pas les bras. Ne baissent pas les bras, parce que pour eux, d'abord, le scolyte, c'est une vraie perte économique, puisque avant, ils avaient... Voilà, l'image que je donne, c'est vous garez votre voiture le soir, le lendemain, vous allez travailler à la brûler. C'est à peu près ce qui se passe. Ils ont planté des épicéas, ils ont magnifiquement cru, et puis, malheureusement, ils sont dépréciés parce qu'il y a le bois scolyté. Donc, c'est une perte économique. Puis, on en a parlé aussi un petit peu furtivement. Les propriétaires privés, ils sont aussi attachés à leur forêt. Donc, il y a aussi un désenchantement, un découragement, mais plutôt affectif. Et on a besoin qu'ils soient toujours motivés pour leur forêt. Parce que c'est eux, les propriétaires, c'est pas nous, c'est eux, les propriétaires, qui vont adapter la forêt au changement climatique. S'ils ne replantent pas, il n'y aura pas d'adaptation. Et puis, alors, dernier point, et là c'est plus général, c'est que j'essaye de dire aussi, de faire passer le message comme quoi la crise scolyte, ce n'est pas qu'une crise de forestier. Ça a été dit, mais un petit peu, alors je vais rassembler les arguments, c'est... Ouais, et je fais très très court. Je rassemble les arguments très rapidement. La crise scolyte, c'est les paysages, ça a été parlé. Pour le paysage pas attractif pour le tourisme, c'est pas terrible. On a parlé de protection, forêt de protection. Une forêt scolytée protège un peu moins bien, protège toujours, mais un peu moins bien. On a parlé du carbone. Ben, une forêt sèche, elle va plus séquestrer de carbone. Donc ça concerne tout le monde, au-delà de la filière forêt-bois. Et puis dernier point, moi je vous invite à aller voir sur internet un petit film qui s'appelle Je suis le bois bleu, parce que ça c'est... Ah très bien, merci. Donc je me tais. Merci. Alors moi je m'attendais à une table ronde beaucoup plus conflictuelle, non pas entre vous, mais non, au sens où vous mettriez en avant des conflits entre différents usages ou différentes façons de penser la gestion des forêts. Et je vois que non. Mais peut-être que vous, Aurélien Sautière, vous allez montrer que c'est la guerre. Ben, on aimerait bien que ça le soit un peu moins, effectivement, sur certains aspects. Bon, je ne sais pas si un visuel va passer, mais je vais faire un vote à main levée. Est-ce que, d'accord, est-ce que ça vous parle, ce logo qu'on voit, c'est ça, on le voit là, non? Non? D'accord. Ceux à qui ça parle, est-ce que vous pouvez lever la main juste que je me repère? C'est pas mal. Pas mal. Donc, ok. Comment? Il y a des menteurs, mais oui, mais ça on le savait. Mais en tout cas, vous n'avez pas menti, Monsieur le Premier ministre, et je vous en remercie. Je suis au même niveau que le Chablis. Au même niveau que le Chablis. Du coup, cette certification en 2 mots, c'est une ONG qui est créée en 1994 devant un constat finalement de conflit. Et désolé d'utiliser ce mot. Mais je pense qu'il faut pouvoir aussi traiter les difficultés qu'on peut avoir et qui sont réelles dans notre société. Un conflit qui est lié à la gestion des forêts, avec parfois l'utilisation d'images un peu choc qui peuvent être utilisées par certains pour mobiliser l'opinion contre telle ou telle action. On a parlé des coupes rases tout à l'heure, on est exactement dans le sujet pour ce qui concerne notre territoire, la France, peut-être un peu moins dans ce territoire-là, peut-être plus en plaine, mais enfin quand même, on peut avoir ce sujet-là, et ça, on est typiquement dans l'image choc, qui peut être mobilisée pour mobiliser l'opinion. Alors l'idée à FSC, c'est pas de dire vous faites l'image choc, vous êtes des
et vous, vous êtes des gens bien parce que vous produisez. L'idée, ça va être le dialogue à FSC. Je crois que Monsieur le Premier ministre, cette notion-là vous parle un petit peu. D'aller chercher en fait toutes les parties prenantes qui peuvent s'intéresser à ce sujet-là. Alors ça peut être difficile pour certaines personnes qui considèrent qu'elles savent gérer leur forêt et qu'on n'a pas de conseils à leur donner. Sauf qu'en fait, la difficulté, c'est de faire ce lien entre son expertise et en fait le forestier l'expertise, soyons clairs. Mais la société, parce que c'est aussi, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, l'intérêt général, ce genre de terme-là, la société de plus en plus s'intéresse à ces sujets et veut avoir son mot à dire, qu'on le veuille ou non. Et notre avis, nous, à FSC, c'est de dire que si on ne crée pas ce dialogue, l'avis sera donné, mais pas par les moyens qu'on souhaite, qui sont le dialogue, plus que le conflit. C'est tout le travail qu'on fait en fait à FSC et on a mis en place, donc on a un référentiel, on est une ONG internationale, hein, j'ai oublié de le dire, on est une ONG et un label qui certifie la gestion des forêts selon des règles, je vais en parler tout de suite, et qui certifie une traçabilité de la forêt jusqu'au consommateur. Et vous voyez peut-être dans vos produits, quand vous faites des courses, ce petit logo FSC qu'on vous a montré, qui montre que ça vient de forêts certifiées selon les normes qui ont été définies par FSC. C'est des normes volontaires, il n'y a rien d'obligatoire. Si on ne veut pas le faire parce qu'on n'y a aucun intérêt, parce qu'en termes économiques, ça n'apporte rien du tout, eh ben, il ne faut pas le prendre. Voilà, moi, ce que je dis. Par contre, si ça vous apporte un intérêt économique, en tant que gestionnaire forestier, industriel, négociant, distributeur, bah, prenez-le. Au contraire. Et vous apportez des gages, en fait, aux citoyens et à la société civile. Alors, comment on a mis en place ce référentiel de gestion forestière ? Au niveau international, on a des règles, des principes et des critères. Désolé pour ce jargon très FSI. Et on va les adapter au niveau national. Et c'est de ça dont je suis légitime pour vous parler, parce que c'est un gros travail qu'on a fait pendant 3 ans, avec tous les acteurs qui comptent dans la filière, les acteurs qui comptent du côté des ONG et des représentants des travailleurs aussi. On a peut-être tendance beaucoup à les oublier, mais je pense qu'ils sont assez clés dans un contexte où c'est des travaux difficiles. Et donc ça touche à la question de la mécanisation. Donc comment on fait de la mécanisation, puisqu'on n'a plus le bûcheron qui tape avec sa hache comme à une certaine époque. Et donc il faut mécaniser. Comment on fait pour allier mécanisation, environnement et production. Et puis des représentants des parcs naturels régionaux qui étaient également autour de la table. Et ensemble, en fait, pendant 3 ans de discussion, je ne vais pas vous mentir, ça a frité. Ça a frité, mais dans un contexte de dialogue, en fait. Et quand on dialogue, bah, faut accepter que ça frite un peu, quoi. Voilà, qu'on ne soit pas d'accord hein, sur les coupes rases, sur les sols, que l'adaptation au changement climatique, essayer d'avoir une vision du futur, mais avec une réalité du présent. Comment gérer ça on a pu le voir dans les médias, c'est pas toujours simple, le dialogue. Certains dirigeants d'autres continents sont peut-être pas forcément dans cet état d'esprit tout à fait. Nous, en tout cas, on est convaincus que c'est la seule méthode, en fait, pour réussir à bosser ensemble. Et donc, 3 ans de discussion pour arriver à un référentiel qui est certainement totalement imparfait. Ah, il est totalement imparfait, c'est un truc fait par des humains. Donc, par définition, c'est imparfait. Et donc, on a réussi quand même à faire... à définir ce référentiel sans qu'aucune des parties prenantes qui étaient dans la discussion, et je peux vous dire qu'on avait des personnes qui étaient dans une logique productive, très productive, du côté des Landes, donc en termes de coupe rase, on n'est pas sur les mêmes logiques que chez vous, mais pour le coup très productive, et des ONG type France Nature Environnement ou WWF qui ne sont pas du tout sur la logique coupe rase. Et donc il a fallu se mettre d'accord tous ensemble, et on a réussi à se mettre d'accord au bout de 3 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que 10 ans d'expérience à FSC France, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient même avant FSC, je crois qu'on n'a pas le choix que le dialogue, y compris sur cet objet qui a l'air soit pour certains productif, soit pour d'autres préservation, eh ben, il n'y a pas le choix que de dialoguer entre nous. Je crois c'est vraiment le message fondamental là, de cette réussite, parce que je considère que c'est une réussite. On verra comment se développera à terme la certification FSC. Elle est très développée dans les Deux-Savoies, pour tout vous dire, mais on a bon espoir, et mon petit doigt me dit que ça devrait arriver pour très bientôt, de réussir à développer ça. Et deuxième point, mais je vais le développer beaucoup moins, si vous me le permettez, très rapidement, la question de donner de la valeur aux forêts.
On a parlé de services écosystémiques à l'instant, parce que la valeur se fait que sur la vente du bois. Or, les forestiers, c'est des aménageurs du territoire, en fait. Et cet aménagement du territoire, il n'est pas rémunéré. Et l'idée aussi de FSC, et je voudrais juste féliciter Forestry pour le travail qui est fait par cet excellent cabinet. C'est pas parce que tu es là, Sylvain, j'aurais dit même si tu n'étais pas là. On a des experts forestiers, on a des gestionnaires qui ont compris ça et qui ont lu cet avenir tout en comprenant qu'en fait il fallait produire, évidemment. On préfère avoir du bois et du plastique, hein, ça, enfin, il n'y a pas photo, ou que du béton. Mais aussi de pouvoir rémunérer cet aménagement du territoire, la préservation des cours d'eau, la biodiversité qui va avoir de plus en plus de valeur, évidemment le carbone dont tout le monde parle, et donc trouver la bonne valeur des forêts collectivement aussi sur ce sujet-là pour bien trouver le bon curseur. Voilà le travail qu'on essaye de faire à FSC avec tout l'écosystème humain cette fois. Merci beaucoup. Est-ce que l'un de vous deux veut commenter ou est-ce que vous voulez poser des questions aux uns aux autres? Moi, commenter, je peux témoigner. Hein, je peux dire qu'effectivement, la certification, je l'ai vue, je l'ai regardée un peu de haut en arrivant au départ, parce qu'on était engagé dans les autres certifications et on est toujours engagé dans PEFC et autres, parce que moi, je ne fais pas de compétition entre les certifications. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant d'aller plus loin dans la démarche. Et si j'ai juste une conclusion à donner, c'est faisons des terrains de jeu, faisons des essais. Et je vous lance la balle à Combloux aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a des sujets sur la montagne aujourd'hui qui ont du sens. Et utiliser un territoire ou une réflexion montagne comme celle que Combloux met en place pour aller pousser un peu plus loin le sujet en disant écoutez, la multifonction des forêts, oui en montagne ça a du sens et c'est un sujet. Je pense que ça vaut le coup parce que quand je vois le niveau d'intérêt des gens qu'on a avec nous aujourd'hui sur un débat comme celui qu'on a, il y a vraiment des sujets à faire, il y a des tests à faire, il y a des exemples à montrer et vous verrez qu'on ne sera pas perdant parce que si on réussit, la forêt durera. Voilà. Et c'est ça qui compte pour nous. Moi, je suis issu d'une famille de forestiers depuis 4 générations. Je peux vous dire que j'y crois et que je ne suis pas né là-dedans par hasard. Et aujourd'hui, on fait venir des jeunes, et c'est peut-être ma conclusion. Sachez qu'aujourd'hui, on voit des jeunes arriver de tous les métiers parce que l'engagement dans les nouvelles générations, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et si notre jeunesse comprend la forêt et s'engage pour la forêt, on aura gagné pour l'avenir. Et aujourd'hui, l'engagement pour l'environnement, pour les jeunes, c'est quelque chose de très fort. Donc à mon avis, il ne faut pas les décevoir. C'est notre job, nous, les générations actuelles, d'aller montrer à ces jeunes qu'il y a de l'intérêt. Ils viennent vers nos cabinets, ils viennent vers nos recrutements. L'ONF envoie aussi des nouveaux profils arriver, ou les entreprises de la filière bois au sens large. Donc il faut vraiment qu'on pousse là-dessus. Ce qui avait d'ailleurs été très bien intégré, puisqu'on a ouvert les conférences des perspectives de Combloux hier, avec les enfants des écoles, qui ont pu poser leurs questions, et c'était un moment qu'on a tous trouvé riche et attendrissant. Il y avait une dernière remarque, et puis après on prendra 2 questions. Et puis... Monsieur de Morogue. Oui, alors je vais faire très court. La première chose, c'est 3 ans. 3 ans pour se mettre d'accord. Et il faut que ce soit plus vite. Enfin, on est devant l'urgence. Tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est l'urgence. 3 ans, c'est long. Oui. Ce que fait le pôle Excellence Bois, on fait à peu près la même chose, mais dans notre terrain. Et donc, je rajouterai à la concertation, au dialogue, la co-construction. Parce que si l'enfer est dans les détails, la volonté aussi est dans les détails. Lorsque on a un détail qui choque tout le monde et qui a la volonté de dépasser, on avance. Donc c'est le deuxième point. Et puis je reviens sur ce que vous dites, pour tout ce qui est le recrutement, tout ça, parce que c'est un sujet largement pour tout le monde, mais ici particulièrement, c'est que nous on met aussi en avant le fait que la filière bois, c'est la filière de la transition écologique. C'est la filière de la transition écologique. Elle pèse 400 000 emplois en France. Ayez conscience que la filière forêt-bois, c'est l'équivalent de l'automobile en France. Donc c'est pas rien. Quand on voit que l'automobile est en train de partir dans une pente malheureusement terrible, avoir une filière qui est à peu près la même gabarit et qui est dans une autre pente, ça vaut le coup de l'épauler. On touche du bois. Le mot de la fin pour Étienne, bravo. Je pense qu'on peut applaudir nos conférenciers et notre modérateur. Merci à vous, merci beaucoup. Allez, on va prendre 2 questions. Est-ce que Damien, tu as une question au premier étage? Avez-vous une question? Non. Eh bien non. Non, malheureusement non. Bon, pas de question. Dans la salle au deuxième, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait poser une question? Est-ce que tout vous a paru clair? Eh bien écoutez, je crois que vous avez été parfaitement clair. On vous remercie tous, on peut les applaudir encore une fois. Et on vous rappelle qu'à l'issue de la dernière conférence, on se retrouvera ici pour manger un morceau et tous nos conférenciers seront bien sûr là et on pourra prolonger la discussion.